ce live. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est développer son plein potentiel, qu'est-ce qui empêche une personne d'atteindre son plein potentiel et tout. Pour ceux qui regardent en replay, vous pouvez avancer à 1 minute, 2 minutes, le temps d'accueillir les gens, le temps d'avoir tout ça. Et voilà. Hola Marco Poto. Que ça marche. Hello Julie, Salut Fabien. ça va? La forme? Ouais, et toi? Ouais, nickel. Nickel. Donc aujourd'hui, on va. Toi, j'ai regardé un peu ton compte, tu parles pas mal aussi de tout ce qui est plein potentiel et tout ça. Mhm. Je pense que c'est quelque chose. Euh, petite question pour l'échauffement, on va dire. Ouais. Pour toi, dans ta vision, c'est quoi qui empêche une personne justement d'atteindre son plein potentiel? Le fait qu'elle en ait pas conscience de quel est son potentiel. Donc, je pars du principe où si quelqu'un n'en a pas conscience, elle peut pas l'utiliser. Ok, ouais. Forcément, ça paraît logique. Et qu'est-ce qui vient créer justement ce manque enfin, cette inconscience sur son plein potentiel? Tu peux identifier ça comment? Euh, Bah, c'est juste que pour elle, elle peut penser que c'est normal de faire ça, alors qu'elle se rend pas compte que ce qu'elle fait, c'est exceptionnel. Tout simplement. Elle pense que c'est classique. Ok, c'est de passer de la normalité à un peu l'extraordinaire. Ouais, exactement. Ah, c'est marrant, c'est ce que je parlais dans mon livre en plus tout à l'heure. C'est drôle. Et euh, comment tu arrives à le voir justement? Comment tu arrives toi à faire switcher à ce point-là? Bah, c'est de poser des questions puissantes parce que bah, moi je suis coach et donc je vais poser des questions puissantes à la personne pour qu'elle réalise quel est son potentiel, pas par rapport à ce que je peux voir d'elle, mais que elle pense qu'elle a et qu'elle prend en fait elle prend conscience au fur et à mesure des questionnements que en fait elle est vraiment douée dans ce truc-là en spécifique. Et t'as des tendances justement qui reviennent souvent ou Non, c'est vraiment différent pour chaque personne, je dirais. Et moi, j'accompagne avec le Human Design, donc c'est la science de la différenciation. Donc on va beaucoup parler de l'unicité de chacun. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment différent selon les personnes. et comment tu utilises toi le human design là-dedans? Je l'utilise en résonance. J'utilise pas le Human Design pour mettre les gens dans des cases, pas en tout cas de la manière dont on pourrait le croire, dont certaines personnes pourraient le croire. J'utilise vraiment le Human Design pour confirmer, venir confirmer certaines choses. Par exemple, là, j'étais en discussion avec quelqu'un juste avant et c'est une personne qui est projector. Donc, projector, c'est un type qui représente 21% de la population. Et il me disait, enfin, moi, tu vois, on se connaît depuis 3 ans. Et il m'a dit, moi, la prospection à froid m'a jamais animée. C'est quelque chose qui me draine énormément en énergie, que je fais beaucoup à contre-cœur. Et en fait, je lui ai dit, bah, c'est normal parce que toi, tu es là, enfin, je le vois même dans son comportement, il est là pour guider les autres et il a une certaine manière de prospecter qui n'est pas forcément la prospection à froid, avec laquelle il sera plus aligné et avec laquelle il sera dans un flow, en fait. Ce sera plus fluide pour lui, quoi. Ok, c'est vraiment de prendre en fait de base ta personnalité, parce que c'est ça finalement, non? Oui, Et justement de mettre des choses qui collent avec nous en fait. ouais, c'est ça. C'est en fait le human design, il m'aide vraiment à aller un peu plus loin que ce que la personne elle peut voir. Souvent, on me dit en human design, c'est ouf parce que tu arrives à mettre, à expliquer des choses, à mettre des mots sur des choses dont j'avais plus ou moins conscience, mais que j'arrivais pas à verbaliser et à expliquer à d'autres personnes. Hmm. Et ce serait quoi la différence entre ça ou tout ce qui est profil de personnalité ou des choses comme ça? Parce que Ouais. c'est un peu, enfin, t'as beaucoup, enfin, Mhm. des choses que j'ai entendues, t'as pas mal d'astrologie, Ouais. d'énergétique à l'intérieur.
Exactement. En fait, la différence, c'est que contrairement à des tests de personnalité, on ne va pas répondre à des questions. Les seules questions auxquelles on répond, c'est quelle est ta date de naissance, ton lieu de naissance, ton heure de naissance. Donc, en fait, il n'y a pas ce... Si tu veux, ça ne fait pas intervenir l'ego dans la réponse. C'est quelque chose de très neutre. C'est des faits, en fait. Tu es né à telle heure, à tel endroit, tel jour, à tel moment, tu vois. Alors que les tests de personnalité, tu réponds avec ton conscient. Et ton Ouais. conscient ne représente que 10% de ton psychisme. Donc, tu n'as pas accès aux 90% inconscient. Alors que le Human Design, c'est quelque chose qui est vraiment basé sur quelque chose de plus quantique, de plus... voilà, c'est un moment donné dans l'univers. En fait, ton âme s'est incarnée dans ton corps. Et donc, à partir de là, on a l'aspect conscient de ta personnalité, mais on a aussi l'aspect inconscient de ta personnalité. Et ça ressemble un peu à tout ce qui est thème astral Tout finalement. à fait, exactement. Bah, d'ailleurs, un des outils du Human Design, le Human Design, c'est 6 outils. Et l'un des 6 outils est l'astrologie. Ok, ok. Ouais, parce que euh, j'ai des collègues qui font ça et je vois un peu le rapprochement entre Ouais. les deux. Et est-ce que toi, là-dedans, tu as pu voir par rapport à chaque, euh, on va dire, personnalité, tu vois des comportements qui sont plus refoulés que d'autres. Refoulé dans quel sens? Refoulés dans le sens ou par rapport à des blessures ou par Hmm. rapport à des... Ouais. Par exemple, il y a des personnes qui ont été dans le salariat et qui ont eu pour habitude, comme on va dire comme quelque chose qui est normal, de travailler de 8 heures à 18 heures. Et en fait, leur type énergétique indique ils ont une énergie fluctuante et que eux sont capables de travailler moins, mais de manière plus impactante. Ils n'ont pas besoin de travailler de 8 heures à 18 heures pour avoir le même résultat que d'autres personnes qui ont besoin de travailler 8 heures à 18 heures pour arriver au même résultat. Donc, en ayant conscience de ça, ils sortent un peu des injonctions sociales de je dois travailler toute la journée pour être payé, pour mériter salaire, pour mériter la reconnaissance, etc. Donc là, on rentre vraiment dans quelque chose qui est plus de son fonctionnement énergétique, où en fait les personnes vont revenir à elles, plus s'écouter et se dire, en fait, c'est vrai, quand je m'observe, je sais faire en 4 heures ce que certaines autres personnes font en 8 heures. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures, c'est juste que leur fonctionnement leur permet de faire les choses de manière plus efficiente. Hmm. Ouais, en fait, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est vraiment de sortir des injonctions Oui, que la société nous met ou des héritages qu'on peut avoir par rapport à notre famille ou des trucs comme c'est ça. ça. Parce que souvent, on va avoir tout ce qui est insécurité, tout ce qui est peur de manquer qui vont être projetés sur nous, en fait, Mhm. inconsciemment. Et si on n'arrive pas à comprendre un peu notre propre fonctionnement, ben, on va fonctionner un peu à l'envers finalement. Ouais. Et c'est ça aussi dans le Human Design, on parle de centres énergétiques qui sont non définis. Et donc, quand ils sont non définis, ils sont blancs. En fait, c'est des formes qui sont géométriques, qui sont blanches sur la charte des personnes. Ça veut dire que les personnes vont capter l'énergie à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont être influencées par les personnes qui ont ces énergies présentes en elles. Et en fait, ils vont avoir l'impression de manquer de quelque chose en comparaison avec quelqu'un qui a cette énergie-là. Ils vont se dire, bah, moi, je l'ai pas, je la ressens pas, donc je vais la copier. Tu sais, il la capte et il Ouais. l'amplifie. Donc, si je dois parler avec un exemple un peu plus concret, par exemple, moi j'ai une forme dans mon design qui s'appelle le plexus solaire, il est non défini, c'est-à-dire que je vais capter les émotions des gens. Et donc, parfois, je peux coacher des personnes. Ces personnes-là vont être un peu irritées, agacées ou inquiètes, etc. Et je peux capter cette émotion. Et si moi, je ne sais pas faire la part des choses, je ne sais pas que ça ne m'appartient pas. Et donc, je vais devenir moi aussi irritée, agacée, inquiète. Et si moi, je prends pas assez de recul, je me rends pas compte que ça m'appartient pas et que je suis en train de capter l'émotion de la personne que j'ai en coaching, en fait. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, que ça ne fait pas intervenir l'ego. Est-ce que justement, quand on est dans cette conscientisation de son human design, on ne vient pas justement parfois s'enfermer là-dedans? Si on peut, hein, c'est comme je te disais, moi, je l'utilise en résonance et pas en mode tu es projecteur, tu dois faire ça, ou tu es générateur, tu dois faire ça. J'utilise vraiment en résonance de bah, si quelqu'un a du mal, il se dit bah, en fait, je sens que je suis fatiguée, mais j'arrive pas à m'arrêter de travailler. Moi, je vais le guider par rapport à sa charte Human Design. Mais en fait, le Human Design est un outil.
Donc, c'est un outil que j'utilise moi pour aider les gens. Mais il y a des personnes qui l'utilisent pour mettre les gens dans des cases parce que ça rassure ces personnes-là qui ont besoin d'avoir une étiquette. En fait, tout va être dans la subtilité de comment on l'utilise. Ouais, Je forcément. donne souvent l'image du couteau. Toi, tu l'utilises pour tuer quelqu'un, soit tu peux l'utiliser aussi pour faire de merveilleux plats. Et Mm. donc, comment tu choisis, toi, d'utiliser le human design? C'est ça qui fera toute la différence. Mais ça n'a rien à voir avec le human design en tant qu'outil. C'est plus avec son utilisateur. Ouais, c'est plus l'intention, c'est comme tout en fait, c'est l'intention de base dans laquelle Exactement. tu es justement Oui, pour faire le truc. Et ça, on le voit de partout. L'intention de base, c'est vraiment ce qui différencie, c'est pas tant l'outil en question. Mhm. Et comment tu arrives justement à, par rapport à un type, toi, créer le déclic chez la personne pour justement lui faire incarner sa pleine puissance, si tu veux. Bah c'est vraiment, j'utilise le coaching. Moi, vraiment, mon outil de base, c'est le coaching et le human design va vraiment venir mettre un peu plus de saveur, de spécificité. Donc, voilà. Après, si les personnes, par exemple, je vois qu'il y en a une, j'ai une cliente, elle a du mal voilà, elle s'est engagée auprès d'un organisme pour intervenir, elle a du mal à se désengager, etc. Je vais la coacher, mais c'est parce que sur sa charte, je pourrais voir que elle peut avoir du mal à se désengager quand elle fait une promesse. Donc, je sais que ça peut venir de ça, mais c'est une supposition. En fait, j'utilise le human design comme boussole pour faire des suppositions. C'est un peu comme si j'étais une détective et que j'essayais de trouver la réponse à la devinette, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Je vois bien le truc dans lequel tu es. Et est-ce que tu as déjà, alors je sais pas si toi tu utilises sous ce terme-là, mais au vu des personnes que tu as, essayer de faire un peu incarner, si tu veux, leur propre ombre ou leur comportement refoulé Moi, dans... je pense que, après c'est ma vision, je pense qu'on l'incarne malgré soi, notre ombre et notre lumière, juste à différents moments de notre vie, dans différentes situations, dans différents contextes. Donc après, je pars du principe où Euh, en fait, on est toujours les deux à différents moments et que bah, c'est le moment où on choisit d'incarner la lumière ou l'ombre, c'est un moment où on aura plus de bénéfices à l'incarner à ce moment-là. Et que bah, il y a rien qui est bien, il y a rien qui est mal. Chaque trait du human design comporte son ombre et sa lumière. Et c'est comment on choisit nous de l'incarner. À tout moment, on a le choix entre incarner l'ombre d'un trait ou la lumière ou la lumière. Il n'y a pas des fois où justement ça se fait un peu en mode inconscient où tu peux le voir par rapport En à ça. fait, on est plus facilement conditionné quand on a des centres non définis, donc on ne possède pas l'énergie en nous, parce qu'on va capter plus facilement l'énergie des autres. Donc on est plus facilement conditionné. Mais après, si on a beaucoup travaillé sur soi, etc., on a aussi la facilité de prendre un petit peu de recul et de s'auto-observer, en fait. Ouais. Ah, en fait, c'est toujours le même truc, en fait, c'est de venir conscientiser notre propre part, en fait. Mm. De se retourner en soi et de ne pas aller chercher des stimuli extérieurs pour essayer de se remplir, Ouais, finalement. ouais, tout à fait. Parce qu'au plus tu vas chercher à l'extérieur, forcément, ça tout le monde connaît, au plus bah, tu crées une dépendance. Bah après, l'extérieur peut nous faire un effet miroir où ça nous aide. En fait, moi, je suis persuadée que nous sommes des êtres humains, donc on a besoin de contact. Et c'est parce qu'on est en interaction avec les autres que ça va nous challenger ou ça va nous aider. Et donc, challenger, ça va nous challenger dans nos ombres et ça va nous aider dans notre lumière à l'exprimer encore plus fort. Donc, pour moi, l'interaction avec l'extérieur est pas mauvaise en fait. Mais est-ce que on se connaît assez bien pour voir comment on peut exprimer notre unicité, notre potentiel si on revient à la thématique. C'est marrant que le Human Design, justement, utilise cette notion d'ombre et lumière parce que la plupart du temps, c'est souvent orienté que sur la lumière. Je pense que ça, tu as dû le voir dans la Mhm. spiritualité ou des trucs comme ça. C'est vraiment orienté sur le fait d'être lumineux, d'être bienveillant, des trucs comme ça. Ouais. Même si, ok, on n'a pas envie d'être que des gens soient malveillants ou des choses comme ça, mais ça fait quand même partie intégrante de nous. Mhm. Et comment est-ce que toi, dans tes approches, tu arrives justement à utiliser ces
énergies, à les transmuter ou à les transformer. Parce que, en fait, comme moi, je vois le positif dans l'ombre et dans la lumière, parce que la lumière seule ne peut pas exister et l'ombre seule ne peut pas exister. L'ombre et la lumière n'existent parce que l'autre existe, l'autre part existe. Donc, pour moi, j'utilise en tout cas le Human Design avec les deux parts à chaque fois. Et je pars du principe où la personne, quand elle exprime son ombre, c'est qu'elle a, soit elle n'a pas conscientisé quelque chose, et donc après, la question, c'est est-ce qu'elle est prête à aller naviguer dans son ombre, soit elle l'a conscientisé, et puis peut-être elle est prête à la travailler ou pas, en fait. C'est vraiment à elle de choisir le moment de travailler une ombre ou pas. Mais rien n'est bon, rien n'est mauvais, puisqu'à tout moment, elle est l'ombre et la lumière. J'utilise beaucoup l'analogie du yin et du yang. En fait, le yin n'existe pas sans le yang. Donc, c'est faire danser les deux énergies à chaque moment, en fait. Ouais, c'est le principe de polarité. Je sais pas si tu as vu dans le Kybalion, Non, si ça te parle ou pas. j'ai pas vu. Dans le Kybalion, c'est un principe hermétique, si tu veux, qui date, je crois, de l'Égypte ancienne ou des trucs comme ça, qui parle justement de cette loi de polarité-là, où en gros, tout est son contraire, Mm, tout existe. Et moi, j'utilise beaucoup ça aussi dans mes approches, la polarité. Et je le vois beaucoup par rapport à ce que les gens choisissent d'être inconsciemment. C'est en partie ce qui refoule aussi en opposé à ça. Et mhm. ce qui fait que, justement, on en vient aussi au sujet principal du live, qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur plein potentiel. Mhm. Comment toi, tu le vois justement par rapport à ce qu'on a échangé là et par rapport au plein potentiel? Comment je vois quoi? L'intégration des deux. Est-ce que en gros, tu peux arriver à ton plein potentiel en étant juste Ouais. d'un seul côté ou En fait, pour moi, tu arrives à ton plein potentiel quand tu as intégré que, en fait, pour tout le monde, c'est quelque chose de neutre et que toi, tu choisis de l'incarner d'une certaine manière. Tu vois, et que tout le monde, en fait, t'es pas supérieur à quelqu'un. Je te donne un exemple concret. Quelqu'un depuis qu'il est petit, sait extrêmement bien reproduire des paysages et qui est très doué en dessin. Une autre personne pourrait atteindre cette douance en dessin, mais peut-être avec beaucoup de cours de dessin et de nombreuses années. Alors que l'autre personne, elle a pas eu besoin de cours, mais elles arrivent au même résultat. Et c'est comment la personne, elle peut incarner ce don du dessin. Est-ce qu'elle en fait quelque chose en vrai? Est-ce qu'elle a envie de l'exprimer, d'être rémunérée pour ça? Est-ce qu'elle a envie d'exposer son art? Et donc c'est comme ça que pour moi, je trouve qu'on peut incarner son plein potentiel ou pas, c'est d'avoir conscience de là où on est doué, en fait, là où c'est plus facile pour nous que pour les autres, et de le mettre au service des autres et de le rendre visible, en fait, pour aider et contribuer. Hmm, ouais. Je pense que là-dessus, tu te doutes, il y a forcément des blocages dus à l'héritage ou des choses comme ça qui viennent Oui, empêcher ça du coup. ouais. Et comment tu arrives toi à venir casser par rapport à ça? Bah, je vais juste te demander qu'est-ce qui fait que la personne elle n'a pas envie d'exploiter ce don, par exemple. Déjà, est-ce qu'elle en a conscience? Donc après certains questionnements, elle a conscience que c'est plus facile pour elle, par exemple, de dessiner que pour une autre personne. Et donc, est-ce que elle a envie de mettre ce don à contribution pour aider les gens d'une manière qu'elle aura choisie? Et si oui, qu'est-ce qui la bloque de le faire, de passer à l'action? Et c'est là où moi je vais coacher. Ouais. En fait, ça me fait vraiment penser au fait de littéralement prendre sa Ouais, place au sein de soi-même. ouais. De se sentir capable, de se sentir capable de faire les choses, de se sentir assez bon pour exposer du coup ce pourquoi on est doué, que ça puisse accepter, que ça puisse résonner aussi avec d'autres personnes, mais pas avec tout le monde. Donc ça vient faire travailler tout ça. Ouais, puis tu as aussi une notion de valeur personnelle, de valeur avec soi, comment est-ce qu'on se voit par Mm, rapport à soi. Ça engendre aussi tout ce qui est discours interne, c'est quoi en fait quelle histoire on se raconte en fait, exactement. littéralement. Ouais. Et par rapport à ça, ça vient aussi jongler. En fait, notre propre histoire est aussi influencée par les différentes histoires que nos parents se racontaient entre eux, avec les grands-parents, etc. Ce qui fait que notre histoire, c'est juste un goubli-goulba, je ne sais même pas comment on dit le mot, un- une boule en fait d'histoires différentes Mhm. qui viennent justement prendre part en nous et qui nous empêchent réellement d'assumer
ce potentiel-là. Mm. Et ça, je l'ai beaucoup vu justement, où lorsque tu commences à comprendre que l'histoire que tu te racontes, c'est juste celle de tes parents, déjà, en fait, ça débloque tout. Et après, c'est de comprendre, ok, qu'est-ce que je m'empêche d'être, en fait? Qu'est-ce que je m'empêche d'assumer? Mhm. Et à partir de ce moment-là, quand tu commences à arriver à ce point-là, commence à aller chercher dans des comportements un peu refoulés, parce que vu que tu es la somme des histoires de tes parents ou toutes choses comme ça, bah, naturellement, tu vas arriver au point de dire, ok, mais moi, je suis qui, en fait, Mm. par rapport à notre propre individualité. Après, moi, je pars du principe où euh, en fait, dans notre manière de nous comporter, nos actions, ce qu'on fait, où est-ce qu'on dédie nos ressources, ça démontre déjà là où on accorde le plus d'importance. Et donc, bah, l'opposé de ce qu'on exprime et ce qu'on refoule, en fait. Donc, quelqu'un qui va valoriser la famille va refouler la solitude, peut-être parce il va valoriser l'esprit familial, la connexion, le partage, la loyauté. Donc, il va refouler tout son inverse, tout ce qu'il considère l'inverse de la loyauté, le partage, la connexion, la famille, le lien sacré, Ouais, quoi. ouais ça complètement, bah, c'est la loi de polarité que je te Mm. disais tout à l'heure. Mais en fait, quoi, n'importe quel choix qu'on fasse, on est obligé de refouler à un moment donné. Et commencer à se prendre la tête sur est-ce que je vais refouler, est-ce que je vais pas refouler, est-ce que si, est-ce que ça, en fait, tu viens juste créer plus de complications là où il y en a. En réalité, là-dedans, c'est juste de se dire, ok, mais où est-ce que moi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire. À partir de ce moment-là, c'est refouler en conscience, en fait. Exactement. Et Oui. quand tu Parce que, refoules en conscience, tu es beaucoup plus libre. oui, parce que tu fais un choix. Ouais, Tu as conscience des deux, mais tu fais un choix conscient. Alors que quand tu refoules, dans le mot refouler, c'est caché. Tu en as honte, donc tu le caches. Tu veux pas le voir. Et donc, c'est pas un choix. C'est un choix parce que tu penses qu'il y a un truc qui est mieux qu'un autre. À partir du moment où tu penses que les deux, c'est pareil, ça dépend juste des gens, ce qu'ils préfèrent, et bah, du coup, tu fais un choix de préférence. mm. Ouais, complètement. Et c'est là où tu vois réellement la différence entre des personnes qui incarnent réellement leur message, Mm. des personnes qui sont vraiment alignées avec elles, et d'autres personnes qui sont un peu perdues et qui cherchent à droite, à gauche des, Mm. des, euh, des solutions. En Ouais. fait, tu vois même aussi dans la posture. Parce que même dans la posture et dans l'énergie de la personne, ça change. Mm. Une personne qui va être orientée sur l'extérieur à chercher des solutions, même si en partie dans un certain cheminement ça peut être utile, elle va, en fait, dans la vision que j'ai, dans l'image que j'ai là, c'est plus, ça va être réduite en fait, elle va être petite si tu veux. Alors qu'une personne qui va se recentrer sur elle et qui va incarner sa posture et tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, elle va plus prendre un peu. J'ai une montagne qui me vient, tu vois. Un peu le même principe. Ouais. Moi, je pense que ça dépend. Tu peux jongler. En fait, c'est ta capacité à jongler entre les deux. À quel moment tu peux compter sur toi-même, retourner à l'intérieur de toi, être auto-centré. À quel moment tu peux demander de l'aide à d'autres personnes et rechercher des solutions à l'extérieur. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ça dépend de ton intention. Quel est ton objectif? Quelle est ton intention? Est-ce que tu es au clair pour savoir si tu dois rechercher les ressources à l'intérieur de toi ou les ressources à l'extérieur de toi? Ouais, clairement. Si tu parlais d'intention, si tu le fais avec une intention neediness, forcément tu vas créer une matrice neediness en fait. Mm, Et donc tu vas avoir aussi pas mal de dépendance à mm, l'intérieur. Autant que ce soit par rapport à l'argent, relationnel ou peu importe en fait. Il va y avoir beaucoup de dépendance. Ça, je l'ai beaucoup remarqué. Alors que si tu le fais avec une intention, ok, bon là je suis en galère, je sais pas quoi faire, je sais pas comment avancer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une direction et puis ensuite j'y vais et puis je me démerde tout seul. C'est un peu ça le truc que j'ai vu justement. mhm. Ouais. Je sais pas si ça te parle toi. Mhm, mhm. Bah, moi, je me dis juste que tout est à notre service, donc peu importe ce qu'on choisit, on va évoluer à notre rythme et avec ce qui est juste pour soi, quoi. Donc après, si on sait chercher l'aide à l'extérieur qui peut nous procurer les déclics nécessaires à avancer, c'est le mieux, quoi.
C'est soit on est on est à l'intérieur de soi, on se reconnecte à qui on est quand on en a besoin, soit quand on en ressent le besoin, on est supporté par quelque chose à l'extérieur ou par quelqu'un à l'extérieur, c'est bien ok, quoi. Mm. C'est marrant quand tu as dit d'aller chercher l'aide à l'extérieur. Mm. L'aide, ça m'a fait penser aux lumières, là. Mm. Ouais. LED. Ça m'a fait un Ouais, mais tilt. ça peut être une belle analogie, c'est quand c'est trop sombre à l'intérieur pour Ouais, voir à l'intérieur de soi, c'est rechercher la lumière à ouais, l'extérieur. Et clairement. vice-versa, quand c'est trop sombre à l'extérieur, c'est rechercher la lumière à l'intérieur de soi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que en réalité, il y a pas, parce que même dans la spiritualité, je vois souvent les gens, tu sais, disent d'être, être, être. Ça aussi, je pense que c'est un peu comme le fait de chercher de l'aide à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est qu'arrive un moment, être, bah, ça va pas te permettre d'engendrer les actions nécessaires Mm. pour, par exemple, développer une entreprise ou pour Ouais, accomplir ce que tu veux accomplir. il faut un juste mariage, une juste alliance entre être et faire. Ouais, Mm. clairement. Mais être ou méditer tout le temps, toute la journée ou des trucs comme ça, par exemple, ça va pas faire avancer les choses. Bah, Donc ouais, peut-être. ça dépend si la personne elle a besoin de d'être dans le moment présent à ce moment-là pour ensuite avoir la force de pouvoir avancer, l'inspiration de pouvoir avancer. Mais il y aura toujours un équilibre entre être et faire. Soit tu es dans l'être beaucoup et ensuite tu es dans le faire beaucoup, soit tu es dans l'être et le faire et tu aussi un petit peu, tu bouges un peu entre les deux, quoi. Mais en fait, quand tu prends ça d'un point de vue un peu d'une vue hélicoptère, tu dézoomes un petit peu, il y a toujours les deux énergies. C'est juste peut-être certains vont la voir l'une après l'autre et il y en a d'autres qui vont avoir les deux en même temps. Ouais. Et tu vois pas qu'il y en a, toi, qui s'enferment justement dans une certaine énergie plus qu'une autre? Bah, en fait, moi je pense qu'au bout d'un moment, ils stagnent et qu'ils s'y retrouvent pas et donc après ils basculent dans une autre énergie. Tu vois, ceux qui font, ils s'épuisent, le burn-out, ce qui les oblige à s'arrêter complètement. Et ceux qui sont dans l'être, dans la méditation, la spiritualité, il y a un moment donné, ils doivent sortir de leur zone de confort, donc ils doivent passer à l'action pour aller chercher autre chose, parce qu'il y a un moment donné, ils tournent en rond en fait. Donc l'un dans l'autre, ils vont chercher l'autre polarité. Souvent, les personnes qui se reconvertissent dans les ordres, c'est parce ils ont été dans le faire et qui ne leur a pas satisfait. Donc, ils vont chercher plus à être et donc à se couper un peu de l'extérieur, à se recentrer sur eux, à dédier leur vie à la religion ou à un dieu ou à la contribution, etc. Mais parce qu'ils sont plus alignés avec ce qu'ils étaient avant. Et donc, ça Hmm. vient rebalancer en deuxième partie de vie cette vie qui rejette un peu, tu sais, c'est comme tu disais, le refoulement. Ouais, c'est un peu la crise de la quarantaine, tu Ouais, décris finalement. ouais, c'est un peu ça. Et puis pas pareil pour l'autre, hein, ceux qui sont dans le faire, après ils sont en burn-out et ils s'arrêtent. Leur corps les oblige à s'arrêter. Hmm. Ouais, clairement, on y voit beaucoup la similitude justement. D'un point de vue macro, en fait, ça reste un équilibre, bien que parfois, justement, dans le faire, on s'entête dans quelque chose qui n'est pas réellement aligné avec soi. D'où Mhm. justement le fait de connaître son human design, sa Oui, personnalité et tout ça pour faire des actions en fait qui sont en résonance vis-à-vis de soi. oui, c'est ça. En fait, on peut tout faire, mais il y a peut-être des manières qui sont un peu plus fluides que d'autres, et le human design peut orienter sur ce qui va être fluide en fait. C'est comme si je te disais, tu as un Thermomix, tu lis pas la notice d'utilisation, donc tu peux l'utiliser, mais tu vas peut-être pas l'utiliser à son plein potentiel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, en regardant la notice d'utilisation, tu vas être beaucoup plus spécifique à comment utiliser quel bouton. Bonjour Nicolas. Et donc, du coup, c'est ça qui peut être vraiment game changer, c'est que du coup, tu as un raccourci. Comment exprimer ton plein potentiel par le chemin le plus efficient, quoi. Hmm. Ouais, non, mais je te rejoins. Tu vois, plein potentiel, ça, ça me fait penser un peu à un pléonasme. Dans le sens où, justement, quand tu arrives à ton potentiel, c'est que tu es plein, Hmm, dans les deux sens, ouais. tu vois. Et le plein potentiel, je trouve que ça vient rajouter quelque chose en plus. Mhm. Comme si on devait encore plus être plein pour atteindre son potentiel, ce qui fait que bah, naturellement, on se vide, Ouais. vu qu'il
polarité, forcément. S'il y a plein d'un côté, il y a vide de l'autre, Mhm. qui nous empêche fondamentalement d'atteindre réellement ce potentiel. Mm. Ça m'a fait, je sais pas, j'ai eu ça qui m'a dit. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses. Bah pour moi, plein potentiel, c'est juste d'exprimer au maximum de ses capacités ce pourquoi tu es doué, quoi. Hmm. Et donc de mettre de côté le reste pour lequel tu décides de ne pas consacrer de ressources parce que tu es pas la meilleure personne dans ce truc-là. Hmm. Donc tu te vides de ce que tu n'as pas envie d'exprimer au final. Mais dans une société, parce que c'est ce qu'on voit en fait de clone dans laquelle on est, justement, nous on essaye de recréer l'individualité chez les gens. Comment on essaye justement de retrouver ces choses pour lesquelles on est fait? Comment on peut le savoir ça? De revoir comment on l'exprime dans notre vie déjà au moment T. Parce que naturellement, on exprime ce qui est le plus facile pour soi. Si pour toi, le plus facile, c'est d'écrire à la main et pas à l'ordinateur, bah en fait, quand tu prends des notes, automatiquement, tu vas pas les écrire sur l'ordinateur. C'est quelque chose qui est inné, en fait. Donc, t'as pas besoin d'aller le chercher, il est déjà là. Mhm. Donc finalement, c'est vraiment de débroussailler pour, enfin débroussailler sa psyché pour rentrer en fait en soi, pour comprendre vraiment que bah, en fait le truc il est là, ça sert à rien En fait, d'aller chercher ailleurs. tout est déjà là et parfois on a besoin d'aller en interaction avec d'autres personnes pour le réaliser, pour le conscientiser. Comme je t'ai dit, le conscient, c'est 10% du psychisme et l'inconscient, 90%. Parfois, on n'a accès qu'à 10%. Et en interaction avec d'autres personnes, on peut avoir accès à quelque chose qui est de la part des 90%. Mhm. Ouais, je vois. En fait, le truc qui me vient, c'est garder l'équilibre. Bah ouais, en fait, c'est comment toi tu bouges. C'est un peu, tu sais, les jeux où il y a une boule et puis il y a un plateau et t'es dessus et tu te balances en fait. C'est un peu ça pour moi la vie, c'est que à n'importe quel moment ça peut basculer d'un côté ou d'un autre. Et c'est OK en fait. C'est, tu tombes et tu peux remonter dessus et retrouver, te balancer et voir un équilibre. Mais à aucun moment tu es immobile et tu bouges plus. C'est juste à chaque fois ça se balance un petit peu. Hmm. Ouais, t'as un intervalle en fait, mais pas d'aller trop dans un extrême parce que c'est à partir de là en fait qu'on est déséquilibré. Ouais, mais quand tu es déséquilibré, tu remontes et tu vas rebalancer un petit peu les énergies pour trouver ton équilibre à Ouais. toi. Et un équilibre, du coup, le fantasme, c'est que ce soit statique, alors qu'en fait, l'équilibre est amené plutôt à bouger et qu'en fait, c'est plus une danse entre le faire et l'être qui fait que bah, on évolue et qu'on bouge. Waouh. Bah, merci déjà pour tout ça. Avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté aussi. C'est vraiment cool de t'avoir. Merci pour ton invitation. Et si tu avais Imagine, bon, on va prendre un truc assez macabre. Si tu devais mourir demain, Ouais. ce serait quoi les derniers mots que tu dirais? Merci la vie. J'ai l'impression que ça te touche, Fab. Moi, il y a tout qui me touche. Donc c'est bon. C'est quoi qui te touche dans ce que je viens de partager? La vie, Mm. tout simplement. Ouais. Et tu sais, on parlait des contrastes, des polarités, et en fait, tu me dis, voilà,
au seuil de la mort, qu'est-ce que tu aurais tendance à dire en dernier? Et ben, je ferai référence à la vie qui est du coup la polarité de la mort. Waouh. Et dernière petite chose, qu'est-ce que tu pourrais, euh, j'allais dire conseiller, mais c'est pas réellement le mot, dire ou je peux inspirer, peu importe, aux gens qui veulent réellement atteindre leur potentiel, la direction peut-être. En fait, c'est que souvent on essaye d'atteindre quelque chose parce qu'on pense qu'on ne l'a pas et qu'on n'y est pas encore. Et ce que j'amènerais ces personnes à peut-être avoir, c'est en quoi en fait elles expriment déjà ce potentiel ici et maintenant et comment elles peuvent naviguer avec ce potentiel chaque jour vers quelque chose qui les inspire, peu importe ce que c'est. Mais le potentiel, c'est pas quelque chose à atteindre puisqu'il est déjà présent. Et ceux qui ont trop de voile sur eux, Ouais, qui n'arrivent pas à le ouais. voir. C'est parce que ça les, probablement que inconsciemment, ça les arrange de ne pas le voir pour continuer à cheminer vers cette recherche-là. Et ce qui Parce que risque. peut-être que inconsciemment, ils savent pas ce qu'ils en feraient en fait. Une fois qu'ils découvrent c'est quoi leur potentiel, qu'est-ce qu'ils en font. Tu vois, inconsciemment, il peut y avoir cette notion de fin. Une fois que si la destination est de trouver son potentiel, après la fin, il y a la mort. S'ils ont rien derrière de ce qu'ils savent pas ce qu'ils voudraient faire une fois qu'ils trouvent leur potentiel, bah c'est inconsciemment, c'est plus bénéfique pour eux de penser qu'ils ne l'ont pas, qu'ils ne savent pas et qu'ils doivent aller le chercher pour les driver et pour qu'ils se sentent vivants chaque jour pour avancer dans cette recherche-là. Hmm. Est-ce que tu as une notion aussi à l'intérieur de peur du rejet ou de peur du jugement peut-être? Oui, il y en a souvent qui ont peur d'être rejetés, de pas être reconnus, d'être jugés, etc. Parce que bah, ça demande aussi du courage hein, de conscientiser quel est ton potentiel, ce pourquoi tu es doué, d'accepter cette part d'arrogance en toi pour être d'accord pour le mettre en pleine lumière et de le montrer au monde Hmm. et d'en faire quelque chose pour lequel tu seras rémunéré. Donc d'assumer sa puissance. Ouais. J'ai l'impression que tu as dit ouais avant que je finisse ma phrase. C'est rigolo. Donc ouais, c'est assumer sa puissance parce qu'on a conscience où est-ce qu'on est impuissant et où est-ce que d'autres personnes sont puissantes. Et donc quand tu intègres que tout le monde est puissant à un endroit spécifique et que tout le monde est puissant à un endroit différent, bah là tu es dans l'amour en fait, tu as juste envie de partager parce que tu sais qu'on forme un tout et qu'on se Hmm. complète et que sans ta pièce du puzzle, le puzzle n'est pas complet. C'est un truc de ouf, j'avais l'image d'un Mm. puzzle, j'allais t'en parler quand tu finis, tu me sors ça. Mais ouais, je te rejoins sur l'image du puzzle, c'est vraiment que chaque personne, la puissance de chaque personne représente une pièce et, toutes les pièces mises ensemble représentent le puzzle en fait Mm. global. Tout à fait. Et ben, merci beaucoup. Merci à toi. Je te laisse le mot de la fin comme je fais à chaque fois avec mes invités. Yes. Eh bien, je dirais ne vous comparez pas. Enfin, tout est juste, donc juste vivez une vie qui vous inspire chaque jour et tout va bien se passer. Magnifique. Sur ces mots, portez-vous bien les amis. Je vous souhaite le meilleur ou le pire. J'en sais rien, c'est à vous de choisir. Parce que dans le pire, il peut y avoir le meilleur. Et merci à toi en tout cas, Julie. Avec plaisir. Bonne journée à toi. Merci. Salut. Salut.